Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marine Hilario, journaliste à l'Étudiant et aujourd'hui nous allons corriger ensemble l'épreuve de philosophie du bac pour la filière générale. Et pour cela, j'accueille Laurent Paillet-Chevalier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur au lycée Notre-Dame-du-Grand-Champ à C'est Versailles. cela. Et voyons ensemble alors les sujets qui étaient proposés. Donc on avait deux sujets de dissertation. Donc le premier sujet, le bonheur est-il affaire de raison ? Et le deuxième sujet, vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? Et une explication de texte de Lévi-Strauss, la pensée sauvage. Est-ce qu'il y avait des pièges, selon vous, à éviter sur Non, ces les sujets sujets étaient assez classiques. Assez classique. Alors, on va commencer tout de suite avec peut-être le premier sujet de dissertation. Donc, le bonheur est-il affaire de raison? Est-ce que là, il y avait une difficulté particulière, Alors, selon vous? une toute petite lexicographique, c'est affaire de. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un terme du vocabulaire technique, ce n'est pas non plus une expression logique, affaire de. On dit en français courant, c'est de l'affaire de quelques instants, c'est de l'affaire de 2 minutes. Alors, l'expression alors signifie ou indique une forme de simplicité, ça ne va pas prendre longtemps, c'est naturel, ne t'inquiète pas, etc. Donc, si je relis le sujet à l'aune de cette définition, donc le bonheur est-il affaire de raison? Ça signifie tout simplement qu'il y a quelque chose de simple, d'user de la raison pour atteindre le bonheur. Et cette simplicité, peut-être qu'on la retrouve dans les maximes traditionnelles de Montaigne, La Bruyère, ou sous des petites phrases populaires, on nous indique ce qu'il faut faire pour être heureux. Mais il y a deux présupposés à cette thèse. La première, c'est que c'est par la réflexion que l'on est capable de bien agir. C'est-à-dire que je vais devoir penser mon action avant de le poser. Mais une pensée qui présuppose là encore que le bien est atteignable, qu'il est visible, que je peux saisir par une forme de contemplation, disent les Grecs, le bien que je dois atteindre. Donc, dans un premier moment, j'aurais travaillé ce sujet comme cela. Dans une première partie. Dans une première partie. Mais en fait, cela implique un lien de nécessité entre la raison et le bonheur. Mais si je pose la raison comme principe, la raison, c'est ce qui se détermine d'elle-même. Elle n'a besoin d'être déterminée par rien d'autre. Le bonheur ne peut donc pas être la condition de la raison. Et donc à ce moment-là, on inverse finalement le raisonnement, on montre que le sujet ne fait peut-être pas sens, puisque la raison n'a pas besoin du bonheur. Et donc pour bien agir, il faut chercher ce qu'est le bien, c'est moi qui le cherche, Kant dira c'est l'autodétermination du bien, mais il ne faut pas pour autant associer le bien, le bon et le beau. Tu dois parce que tu dois, dit Kant. Je dois le faire parce que je dois le faire. Je ne dois pas chercher le bonheur. Je dois le faire simplement parce que je dois le faire. Et peut-être finalement que dans ces maximes populaires, il ne faudrait peut-être pas les suivre spontanément et il faudrait peut-être chercher à les universaliser, chercher ce qui en elles permet d'atteindre l'universel, ce qui serait applicable pour tout homme raisonnable. Donc en fait, on a un problème, c'est que d'une part, le bonheur est affaire de raison, puisque spontanément, simplement, de façon évidente, la raison nous permet de guider vers le bonheur, mais en même temps, si on prend au sérieux le travail de la raison, le bonheur ne peut pas conditionner la raison. Peut-être que pour sauver l'énoncé, rapidement, on pourrait se dire que le bonheur est affaire de raison, affaire de signifie implique peut-être la raison, mais pas de façon absolue. Et dans ce cas-là, le bonheur est-il affaire de raison signifierait qu'on a quand même besoin de la raison pour atteindre le bonheur, même s'il n'y a pas que la raison. Et ça, c'est le cas notamment chez Hobbes, où il faut dépasser nos égoïsmes particuliers pour atteindre un bonheur qui serait plus collectif. C'est le cas encore chez Adam Smith, où par la sympathie, il faudrait correspondre aux attentes sociales. C'est peut-être encore le cas chez Hume, où finalement, si on ne correspond pas aux vertus sociales, il y a une sanction, on est retiré de l'activité économique. C'est très clair. Donc effectivement, à part cette petite difficulté d'expression, on va dire, le sujet relativement... Relativement simple et pas de grandes difficultés, me semble-t-il. Très bien. Alors passons au sujet numéro 2. Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? Alors, une difficulté majeure, il y a 2 fois le verbe vouloir avec un « est-ce que » au milieu. Alors, spontanément, on peut simplement se demander s'il y a une équivalence. Est-ce que vouloir la justice, c'est vouloir la paix? Est-ce que c'est la même chose? Alors, on a envie de répondre qu'effectivement, il semble que ce soit la même chose, puisque vouloir la justice, c'est vouloir éviter les conflits. Et donc, s'il n'y a pas de conflit, il y a paix. Il y a la paix. Quel est le rôle de la justice? Éviter les conflits, régler les litiges, ça s'argumente facilement.
Mais logiquement, il y a un problème, parce que vouloir la paix ne peut pas être du même niveau de principe que vouloir la justice, puisque la paix est une conséquence de la justice. Donc là, ça ne fonctionne pas. Et si on réexamine même l'expression la justice, son but n'est pas de vouloir la paix. Qu'est-ce que c'est que la justice? Kelsen dit que la justice est une requalification a posteriori des actes. La justice, c'est simplement appliquer le code civil, le code pénal. Et en cela, ce n'est pas vouloir une paix, ce n'est pas vouloir la paix. Donc en cela, le sujet pose problème. Alors comment résoudre ce problème dans un troisième temps? Mais de travailler de nouveau le verbe vouloir. Parce que vouloir la justice, c'est peut-être aussi chercher la concorde des volontés, vouloir ensemble la justice. Hegel dit ça dans les propédeutiques philosophiques. C'est chercher ensemble la justice pour atteindre la paix. La paix comme la possibilité de vivre ou d'exprimer ma liberté. Dans ce cas-là, dit Hegel, et la chose mérite d'être notée, c'est que même le criminel, celui qui enfreint la loi, on respecte sa liberté puisque le mettre en prison, c'est faire ce qu'il a voulu. Et donc j'aurais terminé moi sur ce petit mot d'Hegel. Petit mot... Un petit peu piquant. Un petit peu, oui. Et alors, un troisième sujet, une explication de texte. Est-ce que c'était un texte complexe? Est-ce que ça faisait appel à quelle notion? Alors, le texte n'est pas difficile. Hein. On est là, bien sûr, sur la question de l'art, un peu au sens large, l'art, la technique. Donc, le texte n'est pas difficile. Si ce n'est qu'il prend à revers une croyance. On croit spontanément que pour faire quelque chose, pour bâtir quelque chose, il faut impérativement maîtriser, savoir, penser. Alors, il y a des expressions courantes, ce que se conçoit bien s'énonce clairement, les mots pour le dire arrivent aisément. Ou encore dit Kant, nous ne sommes pas, nous, comme une abeille, nous devons penser avant d'agir, etc. Est-ce que c'est vrai? Faut-il nécessairement penser avant d'agir? Le texte ici de Lévi-Strauss oppose deux figures. Le bricoleur, d'une part, l'ingénieur, d'autre part. Oui, l'ingénieur conçoit, il pense, il mesure, et toutes les étapes de son projet sont mesurées, déterminées, calculées. Le bricoleur, quant à lui, ce n'est pas le cas. Il dit, il vit dans un monde, un univers instrumental qui est clos. Mais qu'est-ce que signifie cette clôture? Cette clôture, c'est simplement que ce n'est pas ouvert sur le calcul, ce n'est pas ouvert sur la découverte de procédés nouveaux. Mais comment ce monde est-il clos? Il le dit de deux manières. D'une part par des outils finis et d'autre part par les matériaux. Alors pourquoi par des outils finis? Parce que l'outil qu'utilise le bricoleur est un outil qu'il connaît, un outil qu'il maîtrise, dont il a l'habitude d'utiliser. Il ne va donc pas chercher des techniques nouvelles. Il ne va même pas chercher quel est le bon outil. Il va utiliser l'outil qu'il connaît. Et ces matériaux, contrairement à l'ingénieur qui calcule la portance, la densité, etc., ces matériaux sont ceux qui sont à portée de main, sont ceux qu'il a accumulés. Et contrairement en art où les objets sont mis au rebut, il y a bien sûr cet espace chez le bricoleur où les matériaux sont stockés. Et c'est parce que ces matériaux sont stockés qu'ils sont en attente d'être utilisés. Autrement dit, et c'est le deuxième moment du texte, ces matériaux sont pensés dans leur instrumentalité. Ça peut toujours servir. Leur potentialité d'usage. Autrement dit, le bricoleur, ce n'est pas l'ingénieur. Il ne pense pas le projet en amont. C'est l'objet qui devient l'occasion de faire quelque chose. Et la fin du texte lui dit clairement, il ne voit pas la poutre, par exemple, du point de vue de sa portance, mais c'est une poutre. Ce n'est pas un caillou, ce n'est pas un tas de terre, c'est une poutre. C'est déjà quelque chose de technique, mais il ne le voit pas dans toute sa dimension technique. Mais il va l'utiliser, ou plutôt le détourner, ou plutôt là-dessus utiliser son imagination, et non pas sa capacité de calcul, pour pouvoir réaliser quelque chose. Et alors l'expression oxymorique à la fin qu'il fallait, je pense, relever, c'est en vue d'opération quelconque. Une opération est toujours ce qui est pensé, le quelconque est toujours le banal, ce qui va vite. Et donc une opération quelconque, le bricoleur est celui qui, à l'occasion d'un objet, d'une matière, va construire quelque chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une réflexion quand même qui est amenée par le bricoleur, mine de rien? Elle est peut-être minime, mais elle est... Oui, mais elle n'est pas un calcul, au sens où elle n'est pas un projet que l'on fait. L'ingénieur, dit Lévi-Strauss, c'est celui qui fait un projet sur le long terme. Je vais construire un pont, j'ai besoin de ciment de telle densité, etc. Le bricoleur n'a de projet, en quelque sorte, qu'à raison de l'objet. C'est dans le sens inverse. Ce n'est pas les matériaux qui sont convoqués pour un projet, c'est ce que j'ai sous la main en stock.
qui fait naître ouais. le projet. Et donc, on passe du calcul de l'ingénieur à l'imagination pratique du bricoleur. Et ça, du coup, ça pouvait faire vous l'auriez fait en 3 parties aussi? En 3 parties, c'est-à-dire dans un premier moment, cette distinction entre ingénieur et bricoleur. Le second moment, autour du concept d'instrumentalité. Et le troisième moment, sur cette réalité de l'objet stocké qui est finalement déchu de son grade d'objet technique, puisqu'il n'est pas, c'est pas la poutre de l'ingénieur, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose de simplement au rebut entre les deux, qui est objet ou possibilité pour le bricoleur d'user de son imagination. Eh ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour tous ces éléments de réponse. Je vous rappelle que le corrigé écrit de l'épreuve de philosophie est aussi disponible sur le site de l'étudiant.fr. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.